Bonsoir à tous, bienvenue sur Canal Horizon. Ce soir, nous revenons sur un événement culturel d'envergure qui a marqué le calendrier artistique en septembre dernier. Alors, il s'agit justement de la 15e édition du festival Isni Nour, international du film Amazigh. Alors, dit plus communément, la FINIFA. Ce qui s'est tenu à Agadir du 11 au 15 septembre 2024. Ce festival est devenu, au fil des années, une véritable institution célèbre du cinéma amazigh, tout en s'ouvrant au dialogue avec des cultures du monde entier. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons M. Rachid Bouksim, le directeur de ce prestigieux festival, et surtout un fervent défenseur de la culture amazigh. Avec lui, nous reviendrons sur le temps fort de cet événement, son impact sur la scène culturelle et son rôle dans la promotion de la langue amazigh à travers le cinéma. J'accueille aussi Maji Momekla, auteur, écrivain et spécialiste qui en connaît un bon morceau sur la langue amazigh, qui sera intervenant aussi, et en même temps tu seras modérateur avec moi ce soir. Alors Monsieur Rachid Bouksim, bonsoir, très content de vous avoir au micro de Canal Horizon. Merci Wanis, merci Majid, merci Canal Horizon. Alors je suis très content, merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc le directeur du festival. Directeur artistique, j'étais. D'accord, vous étiez, alors vous allez nous en dire plus, mais vous étiez donc le directeur du festival Isni Nour, qui est l'un des principaux artisans de la réussite depuis des années. Vous travaillez, selon mes recherches, vous travaillez donc à promouvoir la culture et la langue amazigh, notamment à travers le cinéma. Votre rôle, alors je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, mais votre rôle est essentiel en tout cas au niveau d'Agadir, et pour en faire justement un pôle culturel et inscrire le FINIFA dans le paysage cinématographique international. Alors, est-ce que je ne me suis pas trompé? Bon, nous sommes Soyez surtout pas modeste ce soir. Non. En tout cas, moi je fais partie de la nouvelle génération des gens qui ont milité pour Amazigh. Je suis très fier de participer, de donner un peu de temps à Amazigh. Nous étions des étudiants à l'université. On était, même avant l'université, un peu engagés dans la cause amazigh. Alors, ça date de quand? C'est quelle année? Approximativement. Moi, j'ai eu mon bac en 2000. Donc, d'accord. C'est pas si vieux que ça, finalement. Oui, 2000. J'ai eu mon bac à Gulmim, au Sahara. Ça veut dire le Amazigh. Le Amazigh, j'ai commencé à militer au sein du mouvement amazigh depuis 98. Depuis 98 au lycée de Bassara. Vous êtes quelle région du Maroc? Moi, je suis du Sahara. Sahara. Du Sahara. Je fais partie des plus grandes tribus du Sahara. D'accord. Bamran. La plupart des gens pensent que les gens du Sahara parlent que l'arabe. Oui, il y a des gens qui parlent le hassani, mais la plupart parlent berbère. Par l'amazigh. Nous sommes la continuité du territoire amazigh du Sahara. Bon, je vais fermer cette fenêtre. Le festival, comme on était à l'université, on était membre du mouvement culturel amazigh, le MCA. On a remarqué qu'il y a un manque. Bon, on était aussi membre des ateliers universitaires. Moi, j'ai été dans le théâtre universitaire. Mon collègue Rachid Mouchou était dans le club art vidéo. Il y avait d'autres, il y avait Hussein Rami qui est scénariste, il y avait Isha Sadan qui travaille dans la production cinématographique, il y avait Latif Hamzik aussi qui était artiste, comédien, et il était aussi membre d'une grande association qui milite pour Amazigh. On a constaté, on a remarqué qu'il y a beaucoup de choses qui se passent devant nous, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un vrai manque de création, il y a un vrai manque de ce qu'on appelle la production artistique en Amazigh. C'est vrai, il y avait des jeunes, des militants qui ont travaillé un peu dans le théâtre, il y avait des films. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir un film dans une salle de cinéma. Moi, je suis issu d'un village
où il n'y avait pas d'électricité. Mon père, comme il était émigré ici en France, il nous a ramené bon, quelques équipements pour avoir de la lumière, l'électricité et pour regarder les films en vidéo, en VHS. Et c'est là où j'ai commencé à regarder les films, les chefs-d'œuvre. On a vu Bruce Lee, on a vu les films indiens, on a vu du film américain, on a vu du film français. Et à partir des années 80... C'est là où vous découvrez vraiment le film en soi, le cinéma. Moi, je suis né à Ifni. Ifni, c'était une enclave espagnole colonisée par l'Espagne. Il y avait 3 salles de cinéma. Une petite ville qui a 3 salles de cinéma. Et parfois, quand je parle aux gens, aux vieux de ma région, ils me parlent d'une 4e salle de cinéma. Bon, une petite ville qui avait 3 salles de cinéma à l'époque coloniale. Mais je n'avais pas cette occasion de voir un film dans une salle de cinéma. Le seul moyen pour moi était la petite écran. La petite écran que mon père nous a acheté ici en France. C'est là où vous découvrez le petit écran finalement. Oui. C'est à partir de ce fameux téléviseur en couleur que mon père nous a ramené d'ici. Il a ramené beaucoup de cassettes qu'on garde toujours comme souvenir. Et bien sûr, à l'époque, on était au lycée. La télévision nationale organisait un grand événement autour de la création audiovisuelle au Maroc. Et c'était Yabiladi, Noujoum Bladi, les étoiles de mon pays. Et moi, je connais très très bien Atif, je connais très très bien... je parle des acteurs et actrices amazigh qui sont connus pour moi, mais dans la télévision, je ne les vois pas. Dans les séries les très connues au Maroc, on ne les voit pas. On voit que les gens qui parlent en arabe. C'est vrai, parmi eux, il y a des gens qui sont amazighs, mais vu le contexte... Ils suivent le contexte en arabe. Vu le contexte, ils étaient dans l'obligation de jouer en arabe dialectal ou darija. Et c'est là où on a commencé à poser les questions. Oui, nous sommes différents, on parle une autre langue, mais cette langue n'existe pas dans les grands événements, on ne la voit pas dans les films, on ne la voit pas dans les spectacles, on ne la voit pas dans tout ce qui est cinématographique. Et c'est là où on a décidé d'élaborer un projet. Bon, l'idée a commencé début des années 2000, mais on l'a appliqué en 2006. Donc après bac, en fait, c'est après vos études. Après les études universitaires. En même temps, mon collègue Rachid, il avait créé son entreprise pour travailler un petit peu l'audiovisuel amazigh. Et malheureusement, cette expérience n'est pas terminée pour plusieurs raisons. Et ils ont quand même réalisé un documentaire autour d'une grande personnalité amazigh qui était détenue politique à l'époque de Hassan II, c'est Azeko. Donc, ils ont commencé avec un film documentaire autour d'Azeko et la poésie d'Azeko et la pensée d'Azeko. Après un an, on a décidé de créer une structure, une ONG, une association qui va mettre en valeur le travail des gens qui travaillent dans l'industrie filmique. Chez nous, à Agadir et la région de Sousse, il y avait, avant l'arrivée des smartphones et avant l'arrivée des plateformes de streaming, il y avait une grande production filmique autour de la vidéo. Alors, ça veut dire que c'est un contrôle, c'est non, c'est une protection. Qu'est-ce que il y avait des producteurs qui ont été à la base des producteurs pour la musique, et vu la demande du public, ils ont investi dans la production des sketchs, entre guillemets, des films. D'accord. Et vu Donc c'était les balbutiements du streaming aujourd'hui, en fait. Oui, c'était l'équivalent de ce qu'on voit au Nigeria, New Hollywood. Au Nigeria, il y a une grande industrie filmique financée
par des producteurs indépendants. Et il y a toute une industrie autour de cette opération. Il y a beaucoup de producteurs qui ont commencé à produire, mais avec l'arrivée du piratage et avec l'arrivée des streaming, bon, on voit plus ce genre d'entreprise. Malheureusement, ils ont beaucoup donné d'abord à l'économie locale et à la culture, en même temps à la production audiovisuelle en général. À l'époque, pour vendre les cassettes vidéo dans le marché, il faut payer une taxe. À l'époque, c'était presque la cassette, ça se vend à 10 euros. Et il y a presque 10 dirhams, 1 euro pour les taxes. Alors là, Rachid, si vous permettez, là on est en 2006, vous créez votre petite ONG, c'est ça? Oui. Et vous commencez justement la production de films ou Non, de festivals. De festivals. On a commencé par une caravane cinématographique. On a choisi quelques films et on a invité pas mal d'acteurs qui sont connus, pas mal de réalisateurs, pas mal de producteurs, pas mal de journalistes et pas mal d'opérateurs qui travaillent dans la culture et dans les droits humains. Et on est parti en équipe. C'était en 2007, avril 2007. On a commencé à Tiznit, une ville juste à côté d'Agadir. Et on est parti visiter et animer les douars, les villages. Où il n'y a pas de structure culturelle, alors, où il n'y a pas d'animation culturelle. Moi, je suis curieux de savoir, hein, Majid, on est en 2007, c'est quand même au Maroc. Oui. Ouais, 2007, c'est quand même au Maroc le début où il y a eu. Je sais qu'il y a eu la reconnaissance de Amazigh. Est-ce que les gens étaient est-ce qu'il y avait un engouement ou est-ce que c'était parce que c'était quand même assez nouveau à ce moment-là, c'était oui, était. En 2000, il y avait la création, il y avait le discours royal d'Ajdir, il y avait aussi la nomination du conseil d'administration de l'Institut royal de la culture amazigh. La plupart des événements, la plupart des associations amazigh ont réussi à avoir une vie grâce à la subvention et aux subventions de l'Institut royal de la culture amazigh qui a déployé beaucoup de moyens pour la promotion et la diffusion de Tamazight. Nous aussi, on était, s'il n'y avait pas l'IRCAM, l'Institut royal de la culture amazigh, il n'y avait pas la ville d'Agadir, je ne crois pas qu'on va exister aujourd'hui. Je ne crois pas. Donc c'était vraiment C'était l'opportunité que vous avez rencontrée à ce moment-là. On a eu une opportunité, il y avait un contexte, il y avait... le public, par exemple, le public de la région Souss-Massa, pas de souci. Mais je parle au niveau médiatique, on n'avait pas de souci. Avant 2000, c'était très difficile d'avoir toute la presse nationale qui parle de ton événement. Mais avec la réconciliation avec Tamazight, avec l'officialisation, pas l'officialisation, mais la création de l'Institut royal amazigh, les décideurs, les rédacteurs en chef, les gens qui travaillent dans les médias commencent à comprendre un petit peu les enjeux, commencent à dire oui, c'est vrai, Tamazight fait partie du Maroc. Tamazight, elle a été marginalisée, donc ça ne sert à rien de continuer cette opération. C'est très important de donner une chance à ces jeunes-là pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et c'est vrai, on a eu la chance et on a vraiment réussi grâce à l'appui de l'Institut royal de la culture amazigh et grâce à l'appui de l'ancien maire d'Agadir qui est Tariq Al-Khabbaj. Bien sûr, avec le soutien des acteurs et des artistes amazigh. Sans oublier la force du public amazigh. C'était très simple. On arrive dans un village et les gens nous accueillent. Vous leur apportez quand même du cinéma avec leur langue, je veux dire. Avec, on ramène du cinéma, on ramène de l'animation culturelle, on ramène les vedettes parce que la plupart des acteurs amazigh sont vedettes chez eux. C'est eux les vedettes pour eux. Et la plupart connaissent que les acteurs amazigh. Il y a des douars où il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Ouais. Donc pour eux, c'est une occasion
Et à ce moment-là, comment vous faites alors techniquement, hein, je parle Oui, techniquement. Comment vous arrivez dans un village et vous arrivez à animer justement un tel événement? C'est difficile. Non, c'est pas difficile avec les moyens. Moi, par exemple, je suis né dans un douar, dans un village où il n'y avait pas d'électricité jusqu'en 2005. Oui. Mais on avait toujours l'électricité chez nous. Donc, c'est juste une question de gestion, c'est une question d'organisation, c'est une question de conception aussi. De conception. C'est vrai, l'électricité joue un rôle très important, mais parfois, les gens demandent tous d'avoir réseau pour téléphoner, pour texter, pour regarder des vidéos. Mais là, c'est plus commun. Les gens préfèrent l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Je ne parle pas de la plupart, mais je parle de quelques gens que je connais. Ils regrettent l'époque où il n'y avait pas d'électricité. Où il y avait cet aspect un petit peu serein, tranquille. Oui, tranquille. On était à l'aise. Là, maintenant, les gens commencent à consommer beaucoup et on n'a plus ce moment où on partage les mêmes comptes, où on mange ensemble. Là, chacun fait sa vie. Alors, vous êtes en 2007, vous animez, et après? Je veux dire, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment vous passez justement d'une petite structure à quelque chose d'international quand même. Oui, on a commencé avec la caravane. Il y avait presque 7 étapes. Dans chaque étape, on projette un film, on anime des ateliers de l'audiovisuel, des ateliers d'art plastique, des ateliers de cinéma, des ateliers pour les femmes et les enfants et les filles. Et après, le soir, un spectacle. En général, ce sont des artistes locaux qui animent cet événement. Et souvent, il y a des artistes, des musiciens avec nous dans l'équipe. Et après, on projette le film et on invite le cast de la caravane de saluer le public. Et après la projection, le débat commence. Et c'est là où on a découvert que le public a vraiment besoin de plusieurs occasions, de plusieurs offres culturelles. On a une culture, mais on n'a pas d'espace pour consommer notre culture, pour voir l'autre, pour découvrir les spectacles, pour découvrir les films dans les villages. Nous, on a ciblé d'aller vers le monde rural. Et parfois, on touche les villes comme Ouarzazate, parce que c'est important de diffuser le film Amazigh à Ouarzazate, vu que Ouarzazate est la capitale du cinéma au Maroc. Mais en général, le public adore ce genre d'événement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'offre culturelle à l'époque. Maintenant, partout, il y a des festivals, partout, il y a des animations culturelles. Mais je garde un bon souvenir de cette caravane. Les habitants, les citoyens ont besoin de cette simplicité dans les événements. C'était très simple, c'était très modeste, mais c'était très profond parce que pour eux, c'était pour la première fois devant leur vedette, devant leur star. D'accord. À partager un événement ensemble. Ouais, et discuter ensemble. Majid, moi, ça me rappelle ce que vient de dire Rachid un petit peu. Ça me rappelle un petit peu les prémices de la télévision en Algérie où les gens se rassemblaient comme ça au niveau du village. Alors évidemment, il n'y avait pas cette... peut-être pas aussi... il n'y avait pas cette création, en tout cas du film Amazigh, ou en tout cas pas à ma connaissance. Mais ça me rappelle un petit peu les premières télés noir et blanc qu'on pouvait voir, où tous les gens partageaient justement un moment, une émission, un film. Alors je sais qu'il y avait en Algérie par exemple, et principalement en Kabylie, où j'ai pu voir ces choses-là, les gens partageaient les premiers films de Bruce Lee, il y avait des westerns. Mais alors
mis à part cet aspect un petit peu particulier, mais il y avait justement ce dont parle justement Rachid, ce partage, cette fraternité ensemble, où il y avait un échange entre eux, et des cafés juste avant ou après la partie de domino classique. Et il y avait alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette... Oui, bonjour Wanis, bonjour Rachid, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. J'ai quelques questions à Rachid. Avant de te poser quelques questions là, effectivement, Wanis, ce qu'il raconte Rachid, je l'ai vécu moi-même, bien sûr. À l'indépendance, le cinéma, les salles de cinéma, il y en avait, hein, mais pour le petit peuple, c'est pas tellement accessible. Et en parlant de la télé, je me rappelle, effectivement, les plus aisés, commençaient à avoir des petits téléviseurs avec une batterie. Voilà, branché sur la batterie, c'est ce que me rappelait. Comme ça, à partir de 70. Hein, déjà, ouais, quand même. Nous, on a eu notre premier téléviseur, c'était en 74, à noir et blanc, bien évidemment. Capté très mal, il fallait monter sur le toit pour orienter l'antenne, tout ça. Et avant, je me rappelle, quelqu'un de la famille a un petit téléviseur comme ça, et c'est un attroupement chez lui. Hein, de toute façon, c'était comme une salle de cinéma chez eux. Donc on y allait surtout quand il y a un événement sportif, surtout en tant que jeune, on était tous branchés sur. Et petit à petit, la télé commençait à pénétrer les foyers, effectivement, mais ça a mis du temps. Hein, ça a mis du temps. Je me rappelle, donc moi, quand on a eu le premier téléviseur en 74, d'ailleurs, c'était un téléviseur, je ne me rappelle plus de... La marque, c'était Wanis. Ça ressemble à Wanis. Un truc. Non, c'est vrai. C'est pas moi qui l'ai écrit. Non, c'est un truc de ce genre. Et en noir et blanc, ça captait très mal, mais voilà, c'est donc pareil, tous les jeunes du village, ils venaient. Voilà, les événements de 74, on a vu il y avait la Coupe du Monde en 74, donc c'était un attroupement, c'était comme ça. Les gens, ça attirait tous les jeunes quand il y a un événement comme ça. Et c'est vrai. Et après, bien sûr, la télé commence à rentrer dans les foyers, un peu plus tard. Maintenant, c'est tout le monde qui a un téléviseur chez lui. Donc, effectivement, on a connu cette période-là. C'est presque pareil. Hein. C'était à la sortie de la guerre. Donc, c'était la misère totale, hein, de toute façon. Donc, et voilà. Par contre, je voulais poser quelques questions à Rachid, beaucoup plus techniques. Hein. La première question, elle concerne donc le cinéma proprement dit. C'est quelles sont les thématiques qui sont abordées dans les films amazigh. Est-ce que c'est des thématiques assez précises? Probablement c'est sur la culture amazigh, hein, certainement. Donc ça, c'est une première question. Une deuxième question, elle est beaucoup plus politique. Hein. On sait bien que les mouvements islamistes, ils se développent un petit peu en Afrique du Nord, surtout en Algérie d'ailleurs, et aussi au Maroc. Est-ce que justement le cinéma amazigh qui est à ses débuts, est-ce que vous ne recevez pas des pressions de la part des islamistes, parce que connaissons leur politique, ils sont contre le cinéma. D'ailleurs, en Algérie, tous les cinémas sont fermés, hein, ils exercent de la pression. Donc, est-ce que justement, vous ne connaissez pas justement ce phénomène au Maroc? Et encore une autre question, je pense, je reposerai une autre question plus tard. Je te laisse le soin de répondre à ces deux questions. Merci. Nous, au Maroc, on n'a pas vécu la même chose que nos frères algériens ont vécu. Mais on l'a vécu autrement. Il n'y avait pas de violence. Les islamistes, ils sont partout. Avec l'arrivée d'Izayatollah en Iran, c'est là où les salafistes, les islamistes en général, partout dans le monde, ont réussi à avoir des canons pour y arriver
à un grand public. Au Maroc, les islamistes, comme il y a une... Bon, comme en Algérie, il y a toujours le pourquoi. Pourquoi les islamistes ont réussi à avoir une place au Maroc? Tout simplement parce qu'il y avait une sorte de pauvreté. Et la plupart des islamistes qui sont venus au Maroc, ils sont venus de l'étranger, ils sont venus de l'Europe. Et parmi eux, il y a des gens qui ont visité le Pakistan, il y a des gens qui ont fait la guerre en Afghanistan, il y a des gens qui ont fait des formations pour avoir cette habilité de pénétrer une telle société. Mais ils n'ont pas réussi à convaincre les citoyens, à convaincre le peuple marocain d'oublier tout ce qui est en relation avec l'art et la culture. Déjà, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, mais d'après mes collègues, mes amis, au moment où les musulmans sont arrivés en Afrique du Nord, il y avait une sorte de négociation. On veut ça, on veut ça, on veut ça, ça on ne le veut pas, ça on ne le veut pas. Chez nous, par exemple, la musique, on peut avoir un imam, un fqih, en même temps, il s'occupe de la mosquée, mais en même temps, il chante. Il participe dans les danses traditionnelles de chez nous. On peut avoir un imam qui écoute de la musique. On peut avoir un imam qui n'a pas de relation avec les tendances islamistes qui ont détruit un petit peu les valeurs amazighs. Mais il y a beaucoup d'islamistes qui ont réussi à avoir une place dans notre société. Comment? La plupart, ce sont des enseignants. Et bien sûr, après la chute du clan soviétique, il y avait un seul pôle qui gouvernait à l'époque, c'était les Américains. En même temps, les Chinois, il y avait des élites qui ont choisi de militer à leur façon. Ils ont pris l'islam comme un prétexte. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi. On a vu ça en Tunisie, on a vu ça en Égypte, on a vu ça un peu partout. Là, en Arabie Saoudite, c'est un très bon exemple. Ce qu'on voit maintenant en Arabie Saoudite, ça veut dire que on peut vivre notre islam, on peut vivre notre religion sans toucher le fondement d'une société qui est la culture. Et d'ailleurs, les gens qui ont détruit tous les monuments qui ont en relation avec la culture, ils regrettent ce genre d'actes barbares. Et là, les Saoudiens, ils recrutent les archéologues pour avoir ce genre de statut, s'il y en a. Au Maroc, les mouvements islamistes ont beaucoup de moyens. Et c'est pour ça il y a deux Corans. Il y a un Coran qui veut vivre sa vie, mais en contrepartie, il y a un autre Coran qui est fort, qui n'arrête pas de haramiser l'art et la culture. Et malheureusement, ils sont forts. Ils sont forts parce qu'ils ont tous les moyens. Ils dépassent les moyens de l'État. L'État, oui, avec le ministère de la Culture, on ne peut jamais satisfaire tous les Marocains. Bon, déjà, le budget du ministère de la Culture, il est, je crois, avant ce gouvernement-là, actuel, et il avait presque pas de budget. Bon, il avait un budget, mais par rapport aux attentes du public, par rapport aux attentes des artistes, par rapport aux attentes de la société, c'est presque rien. Le Maroc, il a compris que c'est très important d'investir dans la culture. Si on veut vraiment améliorer notre économie, si on veut vraiment y aller loin, il faut commencer par la culture. Et je prends l'exemple de la création de pas mal de musées. On a presque Araba au centre-ville, dans un périmètre
presque de 200 mètres, il y a 4 musées. Ça veut dire qu'il y a une volonté, au niveau du responsable de valoriser un petit peu la culture. Les islamistes n'ont pas réussi parce que la psychologie ou bien les valeurs amazirs ont réussi quand même à avoir une grande place dans notre vie. Un berbère, il peut pas passer une année sans célébrer par exemple célébrer un mariage. Quand on est dans un mariage, on doit absolument fêter, on doit absolument danser. C'est une sorte de thérapie, c'est une sorte de défoulement, c'est une sorte de divertissement et de retour aux valeurs. Exactement, ouais. En même temps de partage. Sinon, dans les danses traditionnelles, il y a toujours de la poésie, il y a toujours de l'improvisation. La plupart des poètes, on a beaucoup de poètes, malheureusement, on n'arrive pas à trouver une manière de garder ce patrimoine, parce qu'il y a beaucoup de poètes, il y a beaucoup de poésie, mais malheureusement, cette poésie n'a pas encore sa place dans tout ce qui est programme scolaire, dans tout ce qui est infrastructure culturelle. Et les poètes, on a des milliers et des milliers de poètes, des milliers d'artistes qui font de l'art sans savoir qu'ils font de l'art. Alors Rachid, justement... La question sur les thématiques. Sur les thématiques. Bon, oui, moi je préfère parler du film parce que il y a des films cinématographiques qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma amazigh au Maroc. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même une dizaine de films qui ont marqué la naissance du cinéma amazigh. La plupart des gens qui ont commencé le cinéma amazigh, le film amazigh, ils l'ont commencé avec leurs propres moyens. Donc on ne peut même pas les critiquer. On ne peut même pas... Non, je ne parle pas de ça. Moi, oui, bien sûr, il y a des problèmes techniques, tout ça. Le cinéma, il vient juste de démarrer. Non, je parle de l'existence, ce qui a été fait au niveau des sujets traités par le cinéma. C'est ça qui m'intéresse. C'est quoi les thématiques que le cinéma amazigh marocain aborde. Voilà. Oui, on parle un petit peu du vécu amazigh. La plupart des films vidéo ont d'abord archivé le paysage marocain. Il y a au moins plus que 300-400 films vidéo qui ont filmé des endroits qui ont été touchés, par exemple, par le dernier séisme au Maroc. Donc, on a quand même un document. Si ce film-là n'a pas vraiment respecté les codes cinématographiques, mais il a au moins réussi à capter et à mémoriser un tel espace ou un tel lieu. Et aussi, il a gardé la langue, le parler. Il a gardé la variante du Tashlhit. Moi, je parle des films amazigh de la région d'Agadir et les alentours d'Agadir. Ils ont réussi à garder la langue. Ils ont réussi à montrer pas mal d'acteurs. Et ces producteurs-là ont eu le courage de continuer à produire malgré les obstacles. Souvent, il y avait c'est pas des menaces, mais il y avait des pressions sur... Des pressions. Quand tu vois, par exemple, un producteur qui touche des millions de dirhams parce qu'il fait des films en darija, la plupart des gens savent comment faire un peu du benchmarking. Ils regardent, ils observent et après, ils font copier-coller. Il y a un business, plan derrière. Exactement. Mais la plupart des producteurs ont vraiment... je les salue parce que ils étaient courageux, ils étaient militants, ils cherchaient même pas l'argent. C'est vrai, il y a un côté business derrière l'opération, mais il y a plus que ça. Il y a cette fierté d'être amazigh.
il y a cette valeur de montrer ce qu'on n'a pas dans les médias, Alors, ce qu'on n'a pas dans le cinéma justement, national. Rachid, comment le FINIFA, lui, contribue justement à garder ses valeurs et qu'est-ce qu'il apporte justement à la langue amazigh et à la culture amazigh? Tout simplement, on a créé cette ONG pour mettre en valeur les œuvres des gens qui ont les moyens, qui n'ont pas les moyens. On a créé Isni Wara, d'abord pour les gens qui ne connaissent pas l'appellation, le Isni Wara veut dire la couronne d'or. La couronne d'or. Et on veut mettre en valeur le travail des producteurs indépendants. On veut mettre en valeur la production filmique amazigh. Oui, il y aura des gens qui vont dire il n'y a pas de cinéma amazigh. Bon, moi je dis il y a du cinéma amazigh. Au Maroc, je connais un petit peu tous les réalisateurs, tous les producteurs qui ont travaillé sur le film amazigh. Je peux dire qu'on a un cinéma amazigh. On a des films amazigh, on a des producteurs amazigh, on a des scénaristes amazigh, mais on n'a pas les moyens pour continuer à faire du cinéma. Je prends l'exemple. La Tunisie, je ne vais même pas parler. La Libye, je ne vais même pas parler. Côté nord du Mali, on peut même pas parler. On va parler des îles Canaries, de l'Algérie et du Maroc. Aux îles Canaries, il y a des bons réalisateurs, il y a des bons scénaristes, il y a des bons producteurs. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de films canariens. On a jusqu'à maintenant 5 films canariens, 5 films amazigh réalisés et produits avec les moyens, avec l'argent du gouvernement canarien. Et bien sûr, parmi eux, il y a des films qui ont été produits en autoproduction. Au Maroc, je peux dire qu'il y a beaucoup de films. On a une très belle stratégie, une très bonne stratégie pour produire au minimum 30 films par an, mais il n'y a pas beaucoup de films amazigh. Par exemple, cette année, il y avait lors de la dernière édition du festival de Tanger, il y avait 2 films amazigh. Ça veut dire dans les 30 films, il n'y a que 2 qui sont amazigh. C'est un peu honteux. En Algérie, c'est pire. Mais malgré la création de l'IRCAM. Non, l'IRCAM est une institution à part. Elle n'a pas le droit de produire les films. Non, mais elle chapeaute. Non. L'IRCAM, il n'a pas le droit de produire. Mais il a le droit de financer, par exemple, tout ce qui est formation, tout ce qui est ouvrage, tout ce qui D'accord. est... Et est-ce que ça s'est fait? Oui, ils ont fait leur boulot. L'IRCAM, il a organisé au minimum 3 sessions de formation, au moins 3 sessions de formation. Si en amont il y a une formation sur le cinéma, dans le domaine du cinéma, s'il y a ces moyens qui sont donnés en amont, comment vous expliquez justement ce manque de... Non, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. D'accord. Comme disait Idir, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Moi, je vais, d'après ma petite expérience, il y a des jeunes qui veulent y arriver tout de suite. Ils ont fait leur premier film amazigh, ça ne marche pas. Et pour voir s'il y a une possibilité de cartonner et d'avoir une place dans le domaine du cinéma, ils pensent qu'avec un film en darija, ils peuvent y arriver facilement. Je crois que c'est faux. Et la plupart des réalisateurs, la plupart des producteurs pensent comme ça. Ils pensent que faire un film en amazigh est un blocage. Mais non. On peut faire un film en chinois et on peut avoir un public qui n'est pas chinois. On peut faire un film français pour un public qui n'est pas français. J'ai un peu de mal à comprendre. Quand vous dites qu'il y a beaucoup qui pensent que ça pourrait être un blocage, c'est-à-dire un clivage, c'est un blocage quoi? Est-ce que vous pouvez développer? C'est-à-dire un blocage par rapport à la perception du film amazigh de la langue et de la culture par rapport au public. Alors on parle du public marocain dans ce cas-là. On n'est pas encore guéri de cette. D'accord.
On n'est pas encore guéri, on n'est pas encore... C'est par exemple moi j'ai jamais eu ce problème. Parce que d'abord, je fais partie des grandes tribus du Sahara, je fais partie d'une grande famille, j'ai milité à ma manière, j'avais jamais ce complexe, j'avais jamais ce... Voilà, c'est ce que je voulais vous Mais dire. il y a Il des y a gens une forme qui- de complexe qui reste, qui il y a est tenace à l'intérieur des gens, Tout à fait, mais c'est pas facile, Wanis. j'imagine. Il faut les comprendre. Moi, je les comprends. Pendant des années, on ne voit pas ta langue. Pour des années, on ne voit pas ta musique. Pour des années, tu n'as pas le droit de parler. C'est pas tu n'as pas le droit, mais c'est honteux de parler à Casablanca. C'est un peu tabou, quoi, en fait. C'est un peu tabou. C'est comme les Kabyles à Alger. La plupart des Kabyles à Alger, je ne vais pas exagérer, mais je dirais que la plupart préfèrent parler en darija, parler en dialecte à Alger. Alors je crois qu'Alger c'est quand même différent parce que justement j'ai fait pas mal d'émissions à Alger à l'époque et les Kabyles d'Alger c'est pas qu'ils sont complexés ou ils sont bloqués par rapport à Ils ça. sont bloqués. Pour eux c'est une forme de mode en fait. Le darja à Alger c'est vraiment une forme de mode. Mais ils revendiquent leur amazirité pour beaucoup. Hein. Oui, maintenant, c'est la Est-ce même que, chose au est-ce Maroc. que tu sembles pas tellement d'accord avec moi, Badjid? Non, par rapport à cette question, on sait bien, Alger particulièrement, c'est une ville kabyle. Hein, c'est fondé par des Kabyles, c'est peuplé par des Kabyles. Mais effectivement, quelque part, tu as raison, Wanis, à l'indépendance, d'abord, il y a le pouvoir qui impose l'arabisation. Donc, on n'impose pas seulement dans les administrations, on impose aussi dans la rue, on impose... donc, il y a une sorte... on a poussé les gens à quelque part à s'autocensurer. Donc, et il y a le volet de mode, effectivement, à certains moments. Je me rappelle, moi, quand j'étais petit, j'ai grandi à Alger. Après, à l'âge de 6 ans, 7 ans, je suis parti en Kabylie. Il y a ce phénomène de mode, effectivement, quand les Algérois venaient, par exemple, en Kabylie, ils aimaient parler en arabe, ainsi de suite. Il y a ce phénomène. Voilà, il y a un petit peu ce... Alors, moi, je crois que... Alors, pour eux, c'est différent. Pour eux, ils parlent pas arabe, ils parlent darja. Non, le darja ou arabe. Non, mais pareil, attends, je veux choquer personne. Je veux choquer personne, mais j'ai posé la question déjà. Donc j'ai posé la question à des Algérois qui m'ont répondu et qui m'ont dit justement que ça, c'est... Alors des intellectuels, on ne parle pas des gens de la rue, parce que les gens de la rue, c'est automatique chez eux. Quand je dis les gens de la rue, ceux qui sont nés et qui parlent d'Alja depuis longtemps. Mais après les analyses qu'ont pu faire certains intellectuels, ils ont trouvé que finalement, c'est un phénomène de mode à Alger, je parle d'Alger, principalement d'Alger, de parler d'Alja. Alors oui. et ils ont comparé ça justement au port du hijab. Le port du hijab pour les femmes à Alger. Alors, c'est un sujet sensible, mais je vais quand même ouvrir la parenthèse, si tu permets. C'est un phénomène de mode qui serait venu justement des pays du Golfe, avec les lunettes, etc. C'est un style. Mais derrière, il n'y a pas cet aspect... il n'y a pas la théologie, etc., qui pousse. Donc, oui, Wanis, je parle de cette nouvelle génération. D'accord. Je le disais, il y avait un effet de monde, effectivement. C'est bien de parler en arabe, c'est une langue un petit peu officielle, tout ça. Mais attention, il y a quand même la pression du pouvoir en place. Il faut pas l'évacuer. Ils ont mis le paquet pour imposer l'arabe, pour imposer l'islam. Non, c'est vraiment... c'était dur. C'était dur. À un certain moment, effectivement, comme disait Rachid, on avait quelque part peur, pas honte, peur de parler en kabyle à Alger. Même dans les grandes villes. Alors, c'est quelle année, ça ? Les années 70, oui, bien sûr. Mais le souffle un peu amazir, ça a été apporté par les montagnards après, quand ils sont descendus. Pas les premiers montagnards qui sont installés à Alger. Je parle quand les étudiants, les lycéens sont arrivés à rentrer à l'université. Comme il n'y avait pas d'université en Kabylie, on y allait à Alger. Donc, il y avait cet apport, en quelque sorte, il y avait une certaine pression que nous, quand on est descendu d'Alger, on ne connaissait pas parler arabe, donc on parlait forcément
en Kabylie. Donc, quelque part, il y a cette pression dans la rue qu'on avait imposée, dans le milieu estudiantin. Après, il y avait une naissance des groupes de musique qui ont imposé ça, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il y avait un retour aux sources, quelque part. Donc, la militance berbère à Alger, au début, elle avait du mal à s'imposer, mais petit à petit, elle s'est imposée avec des cours de Mamri, avec beaucoup des associations qui étaient nées, clandestines, hein, des associations à Fous de Fous, le OFP, tout ça, l'Académie berbère d'ici a envoyé des... Donc, il y avait tout ça. Et on a réussi quand même quelque part à imposer en quelque sorte un petit peu cette culture berbère. Hein. Donc jusqu'à maintenant, elle a du mal à s'imposer parce que le pouvoir est très puissant. Il a une politique culturelle qu'il a imposée. Tu comprends? Là, je comprends. Par rapport au foulard, c'est exactement le même principe. Hein. Il est imposé. Il ne faut pas se voiler la face. Il est imposé par comment dirais-je, par la politique menée par les pouvoirs en place depuis 62. C'est une politique arabo-islamiste qui a été menée en Algérie. Donc oui, le volet religieux, on a eu cette, c'est clair, hein, c'est clair qu'on a eu cette période. Mais aujourd'hui, il semble pas. Que ce soit alors ça peut être dans la continuité peut-être, hein. Dans la continuité, les gens sont habitués à cette forme vestimentaire ou cette forme de parler classique, etc. Mais il semble pas aujourd'hui que la jeunesse d'aujourd'hui soit complexée par rapport à ça. C'est ce que je veux lui dire. Et il semble pas aujourd'hui que c'est imposé en quoi que ce soit. Je crois qu'on est arrivé peut-être alors sous cette forme justement de... Écoute Wallis, hein, je suis désolé de te contredire. Hein, quand tu vois les jeunes filles arrosées avec de l'acide et tout, tu ne vas pas me dire que ce n'est pas imposé. Non, mais je ne peux pas parler d'un cas particulier, Majid. Il y a des cas, c'est clair. Hein, le hijab, la tenue vestimentaire, chez nous, en Afrique du Nord en général, a été imposée de force par des islamistes. Non, maintenant, mais ils sont au pouvoir, les islamistes. Il faut que tu comprennes une chose, Majid. Ils sont au pouvoir. Ce que je t'ai pas dit que ça n'a pas été imposé. Parce que à un certain moment, je dis juste simplement qu'aujourd'hui, c'est la plupart, par exemple, qui parlent d'Elja ou qui portent le hijab. Moi, je parle des femmes. Oui, ça porte. Les gens sont plus complexés par rapport à ça, ni pour le hijab, ni pour les choses. Mais après. Il y a certainement un fond qui reste et qui a été importé justement des islamistes qui cause problème. Maintenant, moi je dis ce qu'il en ressort. Écoute, après c'est un autre débat. C'est un autre débat parce qu'on va prendre tout le temps à Rachid. Pardon, Rachid, attends une seconde. Je vais profiter, j'ai le micro là. J'allais te poser la question sur l'apport de l'IRCAM dans le cinéma. Bon, tu as répondu partiellement. La deuxième question que je voulais te poser, c'était est-ce que le théâtre, qui est quand même un autre volet qui fait partie du cinéma, hein, de l'art, tout ça, est-ce que le théâtre amazigh se développe au Maroc et c'est quoi la relation qu'il y a entre le théâtre et le cinéma? Est-ce qu'il y a une relation par exemple la formation des acteurs, tout ça, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce volet un peu particulier Merci. Juste pour finir. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs manières de manipuler les producteurs et les réalisateurs et les jeunes. Parmi les méthodes, il y a le fonds central dédié à l'aide à la production cinématographique. C'est là où on peut manipuler les jeunes, c'est là où on peut manipuler les producteurs, c'est là où on peut contrôler, c'est là où on peut orienter. Donc ça voudrait dire que ça veut dire via le fonds central. Ça voudrait dire on peut. Ça veut dire que les grandes capitales comme celle du Maroc ou d'ailleurs sont encore aujourd'hui sous l'étau de pseudo-islamistes qui interviendraient. Non. Au Maroc, il n'y a pas ça. C'est pour ça que je me pose la question par rapport à ça. Je me dis, si on regarde les grandes villes du Maroc, c'est quand même des populations qui aujourd'hui sont civilisées, intellectuelles, qui sont ouvertes, alors
je parle pas de certains endroits où c'est resté encore archaïque, etc. Mais ça, c'est partout pareil. Je veux dire, on peut prendre la France sur des basses campagnes où ils sont très terre à terre, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'au Maroc, comme en Algérie, par exemple, que les gens soient complexés par rapport à ce qui a pu être vécu dans le passé. Ou alors je me trompe. Hein, Non. D'ailleurs, moi, je préfère avoir le petit patelin qui est resté déconnecté. Je préfère avoir ça comme modèle que un autre modèle qui a été modernisé, arabisé. Parce que le petit patelin qui a gardé son authenticité, il arrive quand même à vivre avec son rythme. Par contre, dans d'autres patelins, entre guillemets, civilisés, je ne crois pas qu'ils vont continuer à produire avec le même rythme. Les gens qui vivent dans un petit patelin, ils ont besoin que des financements, par exemple, d'infrastructures et du respect. Par exemple, les gens qui habitent dans les montagnes, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Ils ont besoin du respect, un peu de soutien, un peu de respect. Le fonds national en Algérie, malheureusement, qui n'existe pas, même on parle toujours en Algérie, un jeune, elle connaît même pas où postuler. Au Maroc, il y a un fonds central, c'est vrai. Où postuler à quel niveau? Postuler pour avoir les fonds, pour avoir l'aide. Chez nous au Maroc, il y a l'aide à la production cinématographique, il y a pour la production, il y a après la production, il y a même pour les salles de cinéma. Alors, il y a au niveau du ministère de la Culture, je crois savoir qu'il y a un organisme qui s'occupe justement de tout ce qui est... Alors moi, Mais il y a combien de films par an? Non, je parle au niveau pour la quête des fonds. Oui. Je ne parle pas par rapport au pourcentage de films. Il existe en Algérie, au niveau du ministère de la Culture, à Alger, un bureau justement qui est spécialisé pour... un directeur. Oui, qui est spécialisé dans ce domaine. Alors je ne dis pas que la quête des fonds est facile, hein. Oui. Ça c'est une autre paire de manches, mais je sais que ça existe parce que j'ai pas mal d'amis qui sont justement dans le cinéma et notamment en tant que journaliste qui voulaient se lancer en freelance, qui est le même bureau en fait. Si, voilà. Ça existe. Moi je connais l'ancien directeur Karim Aïtoumziane, c'était un bon type à l'époque de Khalid Atoumi. Voilà, à l'époque de Khalid Atoumi, moi personnellement, je vois qu'il a fait un très bon travail pour Tamazirti. Il a fait il y avait au moins une dizaine de films Amazir produits dans le cadre de la capitale arabe. Bon. Mais au moins il y avait des films de qualité. Et il y avait surtout à l'époque de Karim Aïtoumziane et à l'époque de Khalid Atoumi. Bon, on peut manipuler via l'argent. Avec l'argent, on peut manipuler les gens. On peut orienter les jeunes de faire ce qu'on veut. Et malheureusement... Plus de films en Delja que de films en Tamazia, par exemple. Et on peut même soutenir des films en français, en anglais, en chinois, pour un peu d'ouverture vers l'international. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de donner les moyens aux jeunes et aux producteurs de produire librement, avec leur manière de faire les choses, pas avec la manière dont les responsables veulent. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir une place. C'est pour ça le cinéma du Maghreb, le cinéma de l'Afrique du Nord n'a pas réussi à avoir une grande place dans les salles de cinéma. Je parle des salles de cinéma, je ne parle pas des festivals. Les festivals, oui, c'est vrai, on peut toujours voir des films à Cannes, à Toronto, ici, là-bas. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est est-ce qu'on peut réussir à avoir des places dans les salles de cinéma dans le monde? Je ne crois pas. Je crois, jusqu'à maintenant, on n'a pas les moyens. Pourquoi? Parce qu'il y a une manipulation de la production cinématographique. Oui, on est libre, mais on n'est pas libre. Pour revenir aux islamistes, les islamistes, ils étaient au gouvernement
deux fois, mais ils n'ont pas réussi à islamiser un petit peu l'administration marocaine. Parce qu'au Maroc, il y a tout un système, il y a l'administration. Oui, le parti de PJD, oui, il a réussi à avoir les élections deux fois, mais c'est bien de les tester. Mais après, ils n'ont rien ajouté à ce processus. La plupart des problèmes qu'on a maintenant dans le domaine du cinéma sont liés à la stratégie de l'ancien ministre de la communication du PJD, du parti islamiste, qui a installé une culture des cahiers des charges qui n'a pas réussi à ouvrir le chantier pour tout le monde. Et là, elle a créé ces fameux cahiers des charges pour que les puissants restent puissants et pour que les riches restent et pour que les riches continuent à s'enrichir de tout ce qui est fonds cinématographique marocain. Et j'espère, avec l'arrivée, l'adoption de la nouvelle loi au niveau du Parlement, nouvelle loi concernant l'industrie cinématographique marocaine, tout le monde peut avoir sa place. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette nouvelle loi? Il y a beaucoup de choses, et parmi les dans choses... sa généralité. Oui, dans sa généralité, on veut promouvoir beaucoup le Maroc comme un espace de tournage. Et d'ailleurs, il y a pas mal de films internationaux qui ont été tournés au Maroc, dont Gladiator numéro 2. Oui. Il y a pas mal de grosses productions internationales qui ont choisi le Maroc de tourner leurs films. C'est bien. Est-ce que ça favorise aussi le cinéma marocain? L'arrivée des productions étrangères donne une possibilité aux figurants, donne une possibilité à l'arsenal technique, parce qu'au Maroc, il y a beaucoup de techniciens, de grands, on a beaucoup de talents au niveau de la technique, au niveau même de l'artistique. On a des artistes qui ont joué dans des grosses productions, on a des techniciens qui ont travaillé avec pas mal de producteurs et de réalisateurs. On a un climat qui est très, très accueillant, on a une lumière qui est très forte, mais le problème reste dans la production nationale. Nos films, je parle du film Amazir et le film Darija, n'arrivent pas à avoir beaucoup de public, n'arrivent pas à cartonner dans les salles de cinéma, n'arrivent pas à avoir un public en dehors du Maroc. C'est vrai, quand il y a un film marocain dans les salles de cinéma, il attire beaucoup de monde. Mais malheureusement, comme on n'a pas beaucoup de salles de cinéma, on n'arrive pas à avoir une très bonne économie, une très bonne recette. Alors est-ce que le film Amazir, il n'est pas un peu condamné à rester local? Je veux dire, est-ce qu'il n'est pas... Alors, parce que finalement, dans le monde, on est dominé par le cinéma américain, ou anglo-saxon dans sa généralité. Est-ce que... Bon, il y a certainement donc une force qui émane de certains lobbies qui favorisent justement, comme tu disais tout à l'heure, ce type de cinéma. Et ils ont intérêt, c'est leur intérêt de le garder d'ailleurs, hein. Est-ce que ce combat est pas un peu défavorisé par rapport au cinéma américain? Tu es français, tu es en France, tu connais un petit peu l'industrie cinématographique en France. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de facteurs qui ont aidé, qui favorisent un petit peu la présence du cinéma français à l'échelle mondiale. Mais là, actuellement, est-ce que le cinéma français a réussi à avoir une place aux États-Unis? Non. Non, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il a réussi à avoir une place en Chine? Non. Est-ce qu'il a réussi à avoir une place dans le monde francophone? Non. En dehors des réseaux, des instituts français dans le monde francophone, il n'y a pas de place pour le film français. Et c'est la même chose pour le film. C'est la même problématique pour le film Amazir. C'est le même problème pour le film Amazir. Déjà, le film Amazir, il a un souci avec avec les gouvernements de l'Afrique du Nord. Déjà, il est classé en deuxième. Il y a le film... même pas le deuxième. Il y a les films franco-algériens, les films franco-marocains, les films anglo-américains. C'est eux les premiers.
En deuxième position, il y a le film Darija, par exemple, L'Akhdar Hamina, par exemple, Nouri Bouzid, par exemple, Nabil Ayyush. Mais après, il y a le film Amazir. Je crois que le film Amazir et le cinéma national en général doit être traité par les fonds, par les gouvernements autrement. Comment? Il faut vraiment imposer aux lycées, aux collèges et aux écoles de diffuser le film national. Je parle de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc, de diffuser les films nationaux dans tout le territoire, dans tout le territoire et dans toutes les salles de cinéma et aussi dans toutes les écoles. Il faut vraiment créer un autre public. Il faut vraiment fidéliser les enfants à aimer le cinéma. Il faut créer des institutions pour l'art et la culture en général, comme l'art plastique. Il faut vraiment faciliter la tâche aux enfants d'avoir cette possibilité d'accéder à la culture. Il faut vraiment l'imposer. Il faut même pas il faut l'imposer. Il faut que ça soit pas gratuite. Une fois l'offre culturelle est gratuite, les gens préfèrent acheter un produit américain ou un produit chinois ou un produit coréen. Majid, est-ce que tu es d'accord toi, un petit peu avec cette vision cette vision que vient de nous présenter Rachid, et est-ce que le cinéma, en tout cas bon, pour ce que tu peux en connaître, est-ce que le cinéma algérien aujourd'hui rencontre le même type de difficultés? Si je parle du cinéma amazir. Le cinéma amazir, il est en train de naître. Hein. Et c'est vrai, il faut des grands moyens, il faut toute une politique. Hein. Il faut que les pouvoirs en place jouent le jeu. Donc il faudrait effectivement que nous aussi, qu'on fasse une pression populaire pour que les pouvoirs politiques, les pouvoirs publics, tout ça, acceptent. Bien sûr, c'est très très difficile parce que, bon, mais là-dessus, bon, il y a quand même quelque part, il y a des issues, des brèches par lesquelles on peut-être se faufiler. Hein, parce que non seulement il doit y avoir une volonté politique des pouvoirs publics, c'est vrai, mais il y a quand même un intéressement. Il faut qu'il y ait la militance, il faut qu'elle avance un peu plus là-dessus. Je vais prendre un petit exemple sur le cinéma algérien. Et il y a Bouguerbouh qui a essayé de monter La Colline oubliée, un livre de Ma'amari. Il a eu du mal, hein, très très mal. Bon, et après, il a fallu faire une quête, tout ça. Bon, tout ça, ça a mis du temps. Hein. Mais quand il l'avait produit, il était projeté ici en France dans les cinémas. Tout à fait, ouais. Mais ça a fait un gros succès. Un énorme succès, oui. Un énorme succès. Oui. Mais les Français sont allés le voir. Parce qu'il traitait d'une thématique assez particulière. Et donc, quelque part, il y a de notre part, il faut quand même un effort. Il faut qu'on fasse un effort important, mais surtout, bien sûr, un effort qu'on attend, bien sûr, un peu moins des pouvoirs publics. Mais Rachid, je t'ai posé une question tout à l'heure, c'est sur le théâtre. Parce que le théâtre, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. Le théâtre populaire, est-ce que justement, parce que nous en Kabylie, le théâtre a du mal à percer. Il y a un tout petit peu, il y a des petites troupes qui se montent, mais il a du mal à percer. Est-ce que le théâtre au Maroc, le théâtre amazir bien sûr, hein, on parle du cinéma et du théâtre amazir, est-ce qu'il se développe? Est-ce qu'il se développe la relation qu'il y a entre le cinéma qui est encore pareil, il est en train de se développer, et le théâtre? Voilà, merci. Bon, le public qui va suivre un petit peu l'émission, elle va dire « Ah, il n'y a rien ». Non, il y a beaucoup de choses. Majid a parlé de Bouguerbouh. Moi, j'aimerais bien ajouter Azdine Meddour, j'aimerais bien ajouter Bizgarn, Merniche, Mohamed Amin Ben Amraoui,
Il y a beaucoup de grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma amazigh. Et nous, autant qu'opérateurs et tant qu'activistes, on veut plus. On veut plus. Et c'est pour ça on a une autre manière de voir les choses. On veut bien continuer à produire, on veut bien voir une diversité au niveau des œuvres cinématographiques. Par rapport à ta question, la plupart du cast, l'équipe artistique qui ont joué dans le premier film amazigh marocain étaient des membres du groupe Tifawin, qui veut dire lumière en amazigh. Le groupe Tifawin était une association qui travaille dans le théâtre amazigh. Ils avaient des soucis au niveau d'argent, financier, bon. Et c'est pour ça ils veulent faire du théâtre, ils veulent faire des films, mais ils n'avaient pas l'accès au budget public. Et c'est là où ils ont décidé de faire un film. Et donc la plupart du cast artistique du film Tamrat Nour, La femme au nord, étaient comédiens dans le théâtre amazigh. Bien sûr, jusqu'au maintenant, il y a toujours cette relation entre le théâtre amazigh et le film amazigh. La plupart des gens qui travaillent dans le théâtre amazigh jouent dans les films amazigh. Par contre, la plupart des gens qui travaillent actuellement dans le cinéma amazigh ne font pas du théâtre. Au Maroc, on a au moins, là actuellement, on a au moins 5 troupes professionnelles de théâtre amazigh. Et à Tiznit par exemple, à Agadir, à Rabat, à Al-Husayma, à Al-Khmissat, on a au moins 5 spectacles par an de théâtre amazigh. Ça, c'est déjà un atout. Et dans les réalisateurs, dans les metteurs en scène, sont des vrais professionnels du théâtre. Et parfois, il y a même des spectacles qui ont réussi, par exemple, à marquer la participation chez les amis arabes, par exemple, au Caire ou bien à Bagdad. Ils arrivent quand même, avec les petits moyens qu'ils ont, d'accrocher des grands prix chez les amis arabes à Bagdad ou bien au Caire ou bien en Europe. Donc, pour répondre à ta question, il y a au Maroc, je crois même en Algérie, il y a une forte relation entre les gens qui travaillent dans le théâtre amazigh et les gens qui travaillent dans le film amazigh. Et je trouve que c'est bien, parce qu'on peut pas avoir toujours des films. On ne peut pas jouer tout le temps dans des films. Si on n'arrive pas à voir un film, on peut jouer dans une pièce de théâtre. Comme ça, on va continuer à gagner notre vie. L'artiste a vraiment besoin de vivre. Et pour un artiste, le seul job, le seul métier qu'il exerce est l'art et la culture. Donc, il doit absolument produire chaque année et diffuser son spectacle pour le public. Mais j'insiste sur une seule chose. La plupart des spectacles amazigh, les gens derrière cette industrie préfèrent de le diffuser gratuitement. Je crois qu'il faut absolument arrêter cette culture. Il faut vraiment imposer au public de payer le ticket. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de banalisation qui se crée ? Non, c'est pas ça. Parce que tu sais, quand tu reçois l'argent public, inconsciemment, tu penses que le ministère de la Culture ou bien le Fonds national t'oblige à diffuser gratuitement ton film ou bien à jouer ta pièce de théâtre gratuitement pour le public. Non, oui, il y a de l'argent public, mais... Donc en fait, il faudrait se positionner
au même fonctionnement que l'industrie du cinéma. Exactement. Que ce soit. Je prends l'exemple d'une compagnie de théâtre installée à Agadir. L'année dernière, ils ont commencé à imposer la billetterie. Et ça marche. Donc, il faut vraiment... Pourquoi je parle de cette idée? Parce que je trouve que la plupart du public amazigh préfère avoir un livre gratuitement et dédicacé. Hein. Ils veulent l'avoir gratuitement avec la signature Donc ça dénigre un peu l'image. Ça dénigre un petit peu l'image de la culture et ça dénigre un petit peu l'image de nos intellectuels et ça dénigre un petit peu l'image de notre produit culturel. Je demande à tous les Amazirs d'acheter les CD, maintenant on n'a plus de CD, donc on peut acheter les liens sur les streamings et d'aller voir le théâtre dans des théâtres, d'aller voir des films dans des salles de cinéma, d'acheter des livres. C'est avec le soutien de tout le monde qu'on peut avancer un petit peu la production. C'est vrai, c'est pas facile de continuer à crier avec ce genre de pensée. Il faut cibler par exemple, là, tout à l'heure, tu as parlé du ministère de la Culture. Il n'y a aucune information officielle qui dise que personne n'a pas le droit d'avoir le soutien du ministère de la Culture. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Donc, j'invite tous les jeunes de postuler, de demander la subvention pour faire leur film, par exemple. Et la même chose pour le Maroc. Et c'est très difficile. Tu sais pourquoi? Parce que souvent on critique les gouvernements, mais souvent l'erreur vient de nous. Hein. Il y a personne qui postule et en même temps, on parle d'un problème. Oui, avant, il y avait un souci et je crois qu'il y a toujours ce souci-là. Mais on doit les affronter, on doit postuler, on doit dénoncer s'il y a une sorte de discrimination. Alors, Rachid, cette conférence touche à sa fin. Moi, je voudrais revenir un petit peu au FINIFA, cette 15e édition cette année au mois de septembre, c'est ça? On dit souvent que le FINIFA, c'est un pont entre la modernité et la tradition. Comment ça a été reflété cette année? De quelle manière? Comment cette dualité elle a pu... Très simple, parce que nous, comme je disais tout à l'heure, je pense aux gens qui travaillent dans les normes, avec des normes professionnelles. En même temps, on pense aux gens qui travaillent avec leurs propres moyens. On n'est pas obligé de connaître les codes pour faire du cinéma. Souvent, il y a des gens qui veulent raconter une histoire, mais ils n'ont pas un bagage scientifique, ils n'ont pas un bagage technique, ils n'avaient pas l'occasion d'aller faire une grande école du cinéma à Bruxelles ou bien à New York. Et dans le choix des films, on fait attention à encourager tout le monde. Bien sûr, nous sommes Imazirn, nous sommes tous, on est moderne. En même temps, on a un très bon attachement avec nos racines, mais on veut vivre notre vie comme tout le monde. On est comme les autres. Il n'y a pas de différence entre nous et les autres. Donc, on veut montrer ce côté moderne dans notre culture, en même temps de garder un petit peu l'attachement avec nos racines. On peut maintenant... Les Mazirs, ils sont partout dans le monde. Il y a des gens qui préfèrent voir la vie au village telle qu'elle est, mais il y a d'autres qui veulent voir des thématiques un peu post-modernes. Ils veulent voir d'autres sujets, ils veulent voir d'autres genres, d'autres formats de films. Ils veulent vivre leur vie normale. Ils ne veulent pas être différents des autres. Nous sommes un peuple, un grand peuple de la Méditerranée. Un petit peu calqué le format anglo-saxon. On ne veut pas de la folklorisation. On ne veut pas mettre en valeur, parce que déjà,
quand on parle de Tamazirt, même quand tu demandes à Google Tamazirt, il te propose des photos clichés. Non, Tamazirt, c'est plus que ça. Tamazirt, c'est la solidarité. Tamazirt, fait partie des cultures du monde. Tamazirt fait partie des valeurs universelles. Chez nous, il y a tout ce qu'on a chez les autres. D'accord, donc il faudrait que le film Tamazirt soit un petit peu comme le film classique anglo-saxon, tout à fait, normal, avec différentes thématiques, enfin différents sujets. Ouais. Et en même temps, il y a 2 ans, on a ajouté une catégorie internationale, une compétition internationale pour montrer que on diffuse pas seulement les films amazirs, mais on est ouvert à toute culture du monde. Et chaque année, on reçoit des films un peu partout, mais qui ont le même vécu. Hein. Par exemple, on a des films sur les peuples autochtones des États-Unis, les peuples autochtones du Canada, les Kurdes, les Catalans. On veut montrer aux jeunes et aux producteurs amazirs que malgré la souffrance, il y a toujours un produit qu'on peut... par exemple, les Amérindiens ou les autochtones du Canada, ils ont eu beaucoup de souffrance, mais malgré tout ça, ils ont réussi quand même à vivre leur vie normale et à faire de la musique, à faire des films, à faire des ouvrages. Et on demande la même chose à nos jeunes. C'est vrai, on était marginalisés par les gouvernements, on était opprimés quelque part, c'était impossible parfois de parler Tamazirt dans des conférences, mais maintenant, c'est bon, Tamazirt est officiel au Maroc, Tamazirt est officiel en Algérie, donc c'est à nous de travailler maintenant, C'est vrai, il y a toujours ce problème avec les gouvernements, mais on doit continuer à militer, on doit continuer à produire, on doit continuer à montrer qu'on fait partie de ce monde et on veut vraiment participer à l'épanouissement par exemple, dans notre Méditerranée et Atlantique. D'accord. Majid, tu voulais dire un petit mot par rapport à ce que juste, je remercie Rachid. Il a très bien expliqué ce qui était le cinéma amazir. Non, mais dans sa vision globale on aurait dû effectivement recentrer le débat, s'est éloigné à un certain moment. Alors moi, c'est pas méchant. Bon, mais voilà, merci à Rachid. Alors moi, j'ai une dernière question, si tu permets, Rachid. Le FINIFA, justement, il est aujourd'hui, c'est aussi une forme de compétition entre les différents films amazirs qui sont proposés. Et oui, au début, on voulait faire une sorte d'une nuit pour couronner un petit peu tout ce qui est audiovisuel amazigh. Mais après, comme il n'y a pas d'espace où on peut voir des films, où on peut avoir des prix, on a décidé de faire des prix pour couronner un petit peu les réalisateurs, les producteurs, les acteurs et les scénaristes. C'est pas facile de faire un festival avec 3 compétitions, une compétition internationale, une compétition amazigh entre tous les producteurs amazighs qui font des films en Tunisie, en Égypte, aux îles Canaries, en Algérie, au Maroc et même au niveau de la diaspora. Et parfois, on organise le prix national, le prix national de la culture amazigh, catégorie film amazigh, décerné par l'ERCAM chaque année. Et je crois avec ce genre de motivation, avec ce genre de prix, on peut pousser les jeunes à créer, on peut... Comme le festival est partenaire avec pas mal de structures qui diffusent le film amazigh dans le monde, ça permet... le festival leur donne une occasion d'aller, par exemple, projeter leur film aux États-Unis, d'aller en France, d'aller en Espagne. C'est ce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, au Maroc et en Algérie. Bon, un film, à Alger ou à Rabat, ils vont proposer les meilleurs films. Bien sûr, pour représenter le cinéma national. C'est normal. Je ferai la même chose
si je suis directeur de ce centre, je vais proposer, candidater avec des meilleures productions qu'on a pour donner une image sur le cinéma qu'on a. Mais à mon avis, il faut vraiment y aller dans la diversité. On est différents, mais notre différence qui fait notre richesse. On est différents. Maintenant, les darigophones ou les arabophones font partie de notre identité, font partie de notre territoire. On doit vraiment travailler ensemble. On doit vraiment comprendre que lui, il a besoin de moi, moi j'ai besoin de lui, pour qu'on arrive à créer librement. On a besoin d'un cadre où il y a la liberté. C'est vrai, la liberté à 100% n'existe pas, mais on a besoin du minimum possible pour créer, pour être inclusif, pas exclusif. Exactement. C'est ça. D'accord. Monsieur Bouksim, merci pour votre éclairage passionnant ce soir sur le FINIFA et sur la production marocaine. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Majid pour ton intervention et tes éclaircissements aussi. Merci à tous les spectateurs. Donc cette émission touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur le micro de Canal Horizon. Merci.